Journalistes ont installé sur leur navigateur, puisqu'en fait la bataille entre les systèmes d'IA qui génèrent des images et les systèmes d'IA qui détectent les images générées par l'IA sera une véritable course. Donc on a beaucoup parlé de guerre, on est un petit peu aussi dans la guerre, mais justement je ne voulais pas terminer sur un aspect très négatif de l'intelligence artificielle générative, mais peut-être aussi de quelques opportunités, et vous parlez, puisqu'on ne l'a pas encore fait, des opportunités de l'IA générative pour les médias. On a fait pas mal de tests. Il y a beaucoup de médias, surtout des médias de service public, qui ont clairement dit qu'on n'utiliserait jamais ces outils en production, mais en revanche, on les teste beaucoup. Et donc là, ce qu'on a vu quand même avec l'IA générative, ce qu'on sait faire, c'est assez bluffant, puisqu'elle sait vraiment faire de la traduction de façon très très bien. Je l'ai testé en allemand, français, anglais et russe, et ça marche très très bien dans les 4 langues. Elle peut vérifier donc la traduction ensuite. On peut compléter une information pour une meilleure compréhension. Et c'est, vous voyez ici le prompt, donc l'instruction qu'on a donnée à l'IA générative, en l'occurrence à ChatGPT. Et donc, vous voyez que ce n'est pas du tout un moteur de recherche, et ça peut être un assistant très précieux si on lui parle de façon très claire, si on lui donne en fait des instructions très très claires. Il peut donc écrire dans le style de quelqu'un, transformer un article en script audio-vidéo, corriger la grammaire et l'orthographe. On a vu, il parle beaucoup mieux français que la plupart d'entre nous. Il peut raisonner un article, combiner plusieurs articles, comparer 2 articles, générer des questions pour une interview, et aussi, bien évidemment, créer des instructions qu'on peut ensuite utiliser dans d'autres outils. Donc, en tout, il peut quand même beaucoup augmenter notre travail. Le problème, c'est celui-ci, dans une étude du WANIFRA très récente, en fait, on a demandé dans les rédactions, est-ce que vous utilisez l'IA générative? 50% presque ont dit oui. En revanche, il n'y a une seule personne sur 5 qui a dit qu'elle a des instructions précises, qu'elle a des règles de la part de son encadrement de comment il faut l'utiliser, jusqu'où il faut l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait en fait avec cet outil fort pratique. Encore une fois, on l'a vu, tout ce qu'on peut faire avec. 68% des Français qui utilisent les IA génératives en entreprise le cachent à leur supérieur hiérarchique. C'est un petit peu quelque chose d'interdit qu'on fait encore, et de toute façon dans la plupart des entreprises ils n'ont pas forcément bloqué le navigateur pour y accéder. Il faut bien distinguer 2 utilisations de l'IA générative pour nous aussi à l'intérieur des entreprises. C'est ChatGPT d'un côté qui est ouvert à tous avec ses limitations, avec les biais importés de ses concepteurs des États-Unis, qui est plutôt, donc qui se veut très généraliste, et les API ou autres LLM vraiment fabriqués pour nous. Il y en a un certain nombre de Français aussi. Lighton, Mistral veut se positionner sur la même chose. Ils viennent de faire une levée de fonds. Ils n'ont pas du tout encore fabriqué quelque chose, mais voilà. Donc c'est toujours cette question de souveraineté, et là, en l'occurrence, de maîtrise de nos propres données de l'entreprise. Donc si on peut utiliser ces technologies d'IA générative dans un univers fermé, protégé, voire même spécialiste, cela peut être aussi très très utile. Donc ce dont nous avons besoin, c'est pas forcément un GPT de la vérité, et surtout pas de la part d'Elon Musk. C'est surtout de ces 3 choses, de la compréhension, de la déclaration et un peu de régulation de préférence, puisqu'on le sait très bien, et c'est encore le cas, ça a été le cas dès le début des IA génériques, des IA précédentes de prédiction, mais c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple des aides sociales, mais c'est toujours le cas en fait aujourd'hui avec l'IA générative, puisqu'elle est toujours basée sur des jeux de données biaisés. Donc il faut bien que tout un chacun comprenne que l'IA n'est pas intuitive, innovante, capable d'émotion, créative. Bon, on peut discuter de créativité, on peut faire toute une conférence autour de est-ce que l'IA est créative, qu'est-ce qu'est la créativité, mais en tout cas, elle n'est pas consciente ni autonome, puisqu'elle est toujours basée sur des plausibilités statistiques. Ce qu'il faut faire aussi, quand on l'utilise, c'est un petit peu comme dans les magazines avec Photoshop. Quand on a commencé à utiliser Photoshop, en fait, on a complètement déformé l'image de la réalité dans la tête de plein de gens, parce qu'en fait, ils se disaient tout le monde ressemble à ça dans la vraie vie, mais en fait, pas du tout, c'était juste Photoshop. Et donc là, si on utilise une image fabriquée avec une intelligence artificielle, il faut le marquer clairement, comme ça a été fait ici
sur cette couverture, voire même se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de publier des images fabriquées par l'IA? Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir une info bio avec un label où on dit, on n'a nulle part mis de l'IA dans cette information? En tout cas, nous, médias, de toute façon, on a cette problématique, y compris aussi économique, puisqu'en fait, ces intelligences artificielles sont entraînées avec nos contenus et on n'a pas de retour sur investissement. On vient juste de mener la guerre des droits voisins. Donc là, maintenant, il y a l'IA générative qui nous arrive. Donc c'est encore autre chose. Et surtout, hier, quand on posait une question à Google, il y a une liste de liens qui sortait et on pouvait cliquer sur le lien et revérifier l'information sur le site du média de confiance. Donc aujourd'hui, quand on va poser une question à un agent conversationnel, il donne la réponse tout de suite dans le texte et on n'est plus du tout obligé de cliquer sur un lien pour aller sur un site internet. Donc déjà, c'est un problème économique pour nous puisque voilà, nos sites internet ne servent à plus rien, à part alimenter et entraîner les intelligences artificielles. Mais deux, aussi, on ne contrôle pas du tout la façon dont est restituée l'information, notre information. Donc encore une fois, cela peut être très biaisé, voire même faux. Et donc, d'où l'importance de la régulation, de labelliser les choses fabriquées par l'IA, donc de toute cette bataille en Europe autour de ces données. Et ensuite, dans les entreprises, il faut qu'on se pose la question entre la qualité et le coût et le délai. Bien évidemment, quelque chose fabriqué par une IA générative, ça va beaucoup plus vite, ça coûte moins cher, mais ça n'a pas forcément la même qualité que celle que l'on veut. On est un petit peu dans la même chose que si on choisissait entre un meuble Ikea et un meuble fait sur mesure. Après, vous allez me dire que ce que fabriquent les journalistes, ce n'est pas forcément non plus toujours du sur-mesure. On est souvent aussi dans de l'Ikea. Donc c'est justement là qu'il va falloir qu'on travaille et qu'on se mette d'un côté, bien évidemment, des règles d'éthique dans l'utilisation des IA génératives, qu'on collabore beaucoup parce qu'en fait, face à ces géants de la tech qui, encore une fois, sont à l'origine de la plupart de ces technologies, il va falloir qu'on collabore déjà entre nous, utilisateurs, et voire même aussi entre producteurs, entre boîtes de tech en Europe. Il y a toujours la vieille question de la souveraineté. Est-ce qu'on va avoir un équivalent de Microsoft, de Google un jour en Europe? Pour l'instant, on ne l'a pas. On a Airbus, mais malheureusement, ils ne se sont pas lancés sur ce genre de technologie pour nous aider à fabriquer des outils. Et surtout, il y a vraiment une grosse partie d'éducation IA, donc à la fois à l'intérieur de l'entreprise, donc pour acculturer tout un chacun sur comment fonctionnent ces outils, qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire avec, parce que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on est obligé de le faire. Et d'un deuxième côté, nous, justement, en tant que médias de service public, aussi une acculturation de la population à travers des contenus un peu éducatifs pour les aider à comprendre ce qui arrive, puisqu'en fait, de toute façon, demain, ce n'est pas l'IA qui va nous remplacer, c'est le journaliste ou la personne qui sait utiliser les outils d'intelligence artificielle qui va remplacer la personne qui ne s'y intéresse pas et qui ne sait pas les utiliser. Voilà pour cette conclusion. Merci beaucoup.